Bonjour à tous et bienvenue à Strasbourg pour le 65e congrès de l'Ordre des experts comptables. Nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de l'entreprise mécène et pour ce faire, je suis accompagnée de Robert Faure. Bonjour Robert Faure, vous êtes chef de mission du mécénat au ministère de la Culture et de la Communication. Vincent Lemaire, vous êtes membre du comité mécénat du CSO et Monsieur Clisson, expert comptable, également membre du comité mécénat du CSO. Alors, tout d'abord, pour commencer, Monsieur Faure, est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu ce que c'est que le mécénat, une définition du mécénat ? Alors, le mécénat, ça se définit comme le soutien matériel apporté par une entreprise ou par un particulier à ce qu'on appelle une œuvre d'intérêt général. Alors, les œuvres d'intérêt général, c'est les œuvres du domaine de la culture, du patrimoine, de la recherche, de l'environnement, de la santé, du social, et de l'éducation, etc. C'est-à-dire des activités qui concernent la société tout entière. Alors le mécénat, ça peut prendre une forme, trois formes. Le mécénat en numéraire, le mécénat en nature, l'apport de produits et de technologies, par exemple, et puis le mécénat de compétences, c'est-à-dire la mise à disposition de personnel avec leur savoir-faire. Alors le mécénat, ça a d'autres particularités, c'est que ça ouvre droit à avantage fiscal pour le donateur, qu'il s'agisse d'une entreprise ou d'un particulier, et par ailleurs, pour une entreprise, ça lui apporte en plus des contreparties en communication et relations publiques. Et alors, le monde associatif a besoin de fonds. Il y a une loi Aillagon qui a été mise en place le 1er août 2003. Vous pourriez nous la décrire ? La loi Aillagon, c'est une étape très importante dans le développement du mécénat en France. La France est un pays qui avait un certain retard dans ce domaine. Et en fait, qu'est-ce qu'a fait la loi Aillagon ? Elle a doublé les avantages fiscaux liés au mécénat, c'est-à-dire créer un cadre fiscal incitatif. C'est principalement ça. Et puis aussi améliorer le cadre de création de fondations. Les experts comptables peuvent aider les entreprises à bénéficier du mécénat. Donc, l'Ordre des experts comptables a mis en place un comité mécénat avec des correspondants mécénat depuis la convention du 3 février 2010. Alors, Monsieur Lemaire, comment est-ce qu'on peut faire du mécénat ? Alors, le Conseil supérieur, sous l'impulsion d'Agnès Bricard, de Guillaume Proust, a rédigé un guide du mécénat, le mécénat d'entreprise, guide pratique, qui est téléchargeable sur le site. Ça explique les démarches à faire, les formalités juridiques, les aspects fiscaux, les aspects comptables, le rescrit, avec des modèles de convention, avec des exemples, pour que chaque confrère puisse présenter cette nouvelle mission à ses clients et inciter ses clients à faire du mécénat. Alors, justement, pour nous inciter, ne serait-ce qu'à lire votre guide, dites-nous quels sont les avantages pour la société, quel est l'intérêt pour la société ? Alors, l'intérêt pour la société, c'est d'abord un intérêt financier, c'est-à-dire que au lieu de déduire 33% comme du parrainage, on déduit 60% de la somme. Ça veut dire que si on fait 1 000 euros de dépenses, ça coûte réellement que 400 euros à la société. C'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que la société peut communiquer. Elle ne communique pas en termes de sponsoring. Elle ne met que son logo, mais elle valorise son image de marque. Et elle peut communiquer en interne en disant à ses salariés, on a dépensé de l'argent pour une œuvre humanitaire, pour de l'environnement, pour de l'éducation, pour du social, pour une œuvre d'art, etc. C'est un moyen de cohésion sociale et interne. Monsieur Clisson, en tant qu'expert comptable, dans quel cadre vous pratiquez le mécénat ? On le pratique à 2 titres. Au titre de nos associations clientes, lorsqu'elles arrivent au cabinet, la première question qu'on leur pose, c'est de les aider à remplir le questionnaire fiscal auprès de la direction des services fiscaux pour savoir si elles sont éligibles au mécénat. C'est très important, parce que si elles sont éligibles, ça leur permet d'avoir un financement assez important. Et notre deuxième démarche, c'est auprès de nos clients chefs d'entreprise, pour les inciter en tant que chefs d'entreprise, leur entreprise eux-mêmes et eux-mêmes en tant que dirigeants, ne serait-ce qu'au niveau de l'ISF, à participer au mécénat. Donc on a une double démarche à ce niveau-là, une démarche
d'assistance aux associations pour voir si elles sont éligibles au mécénat et une démarche d'incitation auprès des chefs d'entreprise pour, à travers eux-mêmes ou à travers leur entreprise, faire du mécénat. Et alors, quels sont les critères d'éligibilité, Monsieur Faure ? Alors, les critères d'éligibilité, ils sont 3. Il faut que l'organisme, qu'il soit public ou privé, ça peut être, le mécénat va aussi bien à des associations qu'à des organismes publics. Il faut que cet organisme ait une activité non commerciale et non concurrentielle. Mais il y a une exception, il y a une grande exception à cette condition qui concerne le domaine du spectacle vivant. Il faut par ailleurs que l'organisme ait une gestion des intéressés. Dans le cas d'une association, ça veut dire que les administrateurs de l'association ne perçoivent pas de rémunération au titre de cette responsabilité qu'ils exercent. La troisième condition, c'est que l'activité de l'organisme ne profite pas à un cercle restreint de personnes. Alors, je vais vous donner un exemple. Une association d'anciens élèves d'une grande école a une activité qui s'exerce au profit d'un cercle restreint de personnes. Parce que pour être membre de cette association, il faut par définition être ancien élève de l'école. Donc ce n'est pas une association ouverte. Voilà ce qu'on appelle le cercle restreint de personnes. Donc une association qui veut du mécénat ne doit pas être dans cette situation. Et puis la dernière chose, c'est que l'œuvre elle-même, c'est-à-dire l'activité de l'organisme, doit être une activité d'intérêt général. Ça ne peut pas être une activité commerciale, par exemple. Alors, quelle est, selon vous, la clé du succès d'un mécénat ? Un bon projet à soutenir. Et comment on le reconnaît, ce bon projet à soutenir ? C'est-à-dire que le mécénat sache exactement bien présenter son projet et que le chef d'entreprise voit l'intérêt pour lui de communiquer sur ce projet, la motivation qu'il pourra en rechercher. Par exemple, si vous faites du mécénat de compétences, je vais prendre un exemple simple, vous êtes une agence en communication, vous avez un artiste qui veut présenter ses œuvres, vous demandez à vos collaborateurs de travailler le samedi matin sur une plaquette. Après, la plaquette est distribuée, ils peuvent dire « ça c'est moi qui l'ai fait, je l'ai fait pour le bien-être, pour présenter la société ». Ça motive le personnel, c'est de la cohésion en interne. L'artiste a un travail de qualité qu'il n'aurait pas pu se payer. C'est du gagnant pour tout le monde. D'accord. Et alors, les avantages fiscaux, Monsieur Clisson ? C'est très variable. Vous avez ce qu'a dit Vincent Lemaire, c'est les 60%, donc c'est intéressant quand même pour une entreprise qui verse donc qui a 60% de déduction fiscale, aussi au niveau des particuliers, donc au niveau de l'ISF. Alors là, je vais laisser la parole parce que le mécénat est un peu différent entre l'impôt sur le revenu et l'impôt sur l'ISF. Donc là, je vais laisser la parole à Monsieur Faure au niveau de l'ISF. Oui, alors sur l'ISF, c'est une mesure de la loi TEPA, du paquet fiscal. Les redevables de l'ISF ont la possibilité de faire des dons à certaines catégories d'organismes. C'est pas ouvert à tous les organismes éligibles au mécénat. Et ces dons ouvrent droit à une réduction sur l'ISF de 75% du montant du don, c'est important, dans la limite de 50 000 € annuels. Et c'est une mesure qui connaît un énorme succès. Oui, j'imagine, parce que c'est intéressant pour tout le monde. Absolument. Enfin, au moins pour les redevables de l'ISF. Pour les déductions fiscales, vous avez aussi la mise des compétences, c'est-à-dire des mises à disposition de salariés de l'entreprise pour des associations éligibles au mécénat. C'est-à-dire des associations sportives, par exemple, où les frais de personnel sont en partie payés par des entreprises mécènes. Ça, c'est aussi possible. Et comment les entrepreneurs peuvent s'unir pour soutenir un projet ? Alors, au niveau des associations, par exemple, moi je pense à 3 associations clientes que je connais bien. C'est une association culturelle, une association sportive et une association caritative qui ouvre des écoles en Afrique et qui sont toutes les 3 éligibles au mécénat après avoir répondu au questionnaire de la direction des services fiscaux. Je les incite pour pouvoir collecter plus facilement des fonds à créer des clubs d'entrepreneurs, c'est-à-dire des entrepreneurs mécènes de leur association qui se regroupent et qui font des réunions où l'association éligible au mécénat leur présente leur projet, ce qui permet, disons, de faciliter la collecte de fonds en faveur du mécénat. Mais je crois que M. Faure voulait rajouter quelque chose. Mais oui, justement, à propos du mécénat collectif et de la dotation. Oui, alors le mécénat collectif, d'abord, je voudrais rappeler que c'est un point très important dans la convention qui a été signée par le ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand, avec le président du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables au mois de février dernier.
Le mécénat collectif, c'est l'idée que les entreprises puissent s'unir pour soutenir des projets d'une certaine envergure et notamment à l'échelle territoriale. Alors, dans le domaine du patrimoine, par exemple, mais aussi pour soutenir des festivals, pour soutenir la création artistique. Et le mécénat collectif, ça peut être informel, c'est-à-dire des chefs d'entreprise qui se rassemblent autour d'un projet, mais ça peut aussi prendre une forme juridique, sous la forme d'une association, d'une fondation. Et puis on a, depuis la loi de modernisation de l'économie, un nouvel outil juridique qui s'appelle le fonds de dotation, qui nous vient des États-Unis, de l'univers anglo-saxon, et qui est une forme de fondation extrêmement simple à créer, puisqu'il n'y a aucune autorisation, ça se crée comme une association, mais ça a toute la capacité, on dit la capacité juridique, de recevoir des dons, des legs, de gérer un patrimoine mobilier, immobilier, etc., au profit d'une œuvre d'intérêt général. Et les fonds de dotation connaissent un succès considérable puisque depuis 1 an et demi, il s'en est créé plus de 430 en France. Vous y ajoutez quelque chose ? Oui. L'Ordre des experts comptables, avec la demande du ministère de la Culture, a mis en place un réseau. Dans chaque département, il y a un correspondant mécénat. Dans chaque conseil régional, il y a un correspondant mécénat. Et toute question technique ou relative au mécénat peut être envoyée et les gens, les confrères, les consorts auront une réponse, que ce soit un aspect technique ou un aspect pratique sur le mécénat. Donc toutes les démarches sont très simplifiées. Oui, il suffit de reprendre le guide du mécénat qui a été mis en ligne. Il y a des modèles de convention, modèles du rescrit pour savoir si l'association peut bénéficier du mécénat. Tous les documents, tous les modèles CERFA sont indiqués. On peut même rajouter au niveau des missions des confrères qu'il y a non seulement la mission d'assistance aux associations, mais tous les confrères en général ont aussi la casquette de commissaire aux comptes. Il ne faut pas oublier qu'au niveau du mécénat, dès que l'association collecte plus de 153 000 euros de dons, sous forme éligible au mécénat, ou si c'est un fonds de dotation, comme M. Faure, au-delà de 10 000 euros, il y a l'obligation de commissariat aux comptes. Donc là aussi, c'est une mission nouvelle qui a été appelée à se développer au même titre que se développe le mécénat en France. Alors en tout cas, le thème de ce 65e congrès, c'est CAP 2020. Et alors, selon vous, CAP 2020 pour le mécénat, c'est quoi l'évolution du mécénat ? Écoutez, d'abord, je voudrais dire une chose. On a beaucoup parlé de fiscalité. Le mécénat, ça fonctionne pas uniquement sur des avantages fiscaux. Le mécénat, c'est notamment dans le domaine culturel, c'est une rencontre entre un porteur de projet et un chef d'entreprise et son équipe, voire un mécène privé. C'est avant tout ça qui est le principal moteur du mécénat. Alors sur l'évolution du mécénat, elle est très spectaculaire depuis la loi de 2003 qu'on a évoquée au début de cet entretien. En gros, avant 2003, il y avait moins de 2000 entreprises mécènes en France. Il y en a maintenant plus de 20 000 à utiliser les avantages fiscaux, donc multiplié par 10. Par ailleurs, cette évolution qui a été constante depuis 2003, elle a été un peu contrariée évidemment par la crise économique, notamment en 2008-2009. Mais nous avons, en tout cas en ce qui concerne les établissements du ministère de la Culture, des chiffres très rassurants depuis le début de l'année 2010. Alors l'horizon 2020, c'est peut-être encore une évolution de la législation lorsque le contexte budgétaire le permettra, parce que qui dit avantage fiscal dit dépense fiscale pour l'État, et notamment peut-être en faveur des petites et moyennes entreprises, pour leur permettre d'agir davantage. Moi, je crois que le mécénat, c'est une démarche partenariale, et qu'il est bon que sur des projets d'intérêt général, les mondes de la culture et le monde de l'entreprise se parlent et collaborent, parce que il y a pas seulement des moyens, mais il y a des compétences à s'échanger, des diagnostics, de l'expertise de part et d'autre. Voilà ce que je peux dire. Vous y ajoutez quelque chose ? Non, en tout cas, c'est une belle conclusion. C'est vrai que le mécénat, c'est avant tout une belle aventure et une belle rencontre. Merci beaucoup de nous avoir éclairés sur le sujet. Merci. Merci. Et à très bientôt. Au revoir. Merci.